Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Alors que les hôpitaux sont déjà fragilisés par le manque d'effectifs, depuis quelques semaines, une triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe sature le système de santé français. Face à l'augmentation des contaminations de grippe, le ministre de la Santé François Braun a qualifié les jours à venir de semaine de tous les dangers. Le système hospitalier français, déjà affaibli par le manque de personnel, est saturé cette année encore. Depuis quelques semaines, le personnel soignant est confronté à une triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. Hier, le ministre de la Santé François Braun a évoqué une semaine de tous les dangers pour le système de santé, tout en assurant, je cite, « La mobilisation des personnels est absolument complète et le système arrive à tenir ». Pourtant, au CHU de Lille, un aide-soignant a témoigné à France 3 d'une situation catastrophique, avec près d'une quarantaine de patients dans les couloirs et jusqu'à 20 heures d'attente pour voir un médecin. Selon lui, le manque de lits est en cause. Il a déclaré, je cite, « Il y a des gens qui occupent des lits aux urgences depuis 3 jours car on ne peut pas les hospitaliser dans les services faute de lits disponibles. » Par ailleurs, d'après le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, les hospitalisations pour syndrome grippal ont augmenté de 75% la semaine dernière. Et bien que le coronavirus circule moins, le niveau d'infection de bronchiolite reste très élevé. Un retour sur la crise du Covid en Chine. Un responsable du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies, ou CDC, a fait une prévision. Et des décès dans 2 des universités les plus prestigieuses de Chine. Sont-ils liés au Covid? Tiffany Mayer de NTD nous en parle. Un pic et 3 vagues, telle est la prédiction de Wu Tsun-yu, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies concernant l'épidémie actuelle de Covid-19 en Chine. Selon Wu, la première vague s'étendra de la mi-décembre 2022 à la mi-janvier 2023, principalement dans les villes. La deuxième vague se produira de la fin janvier à la mi-février 2023, la saison des voyages en Chine autour des vacances du Nouvel An lunaire. La troisième vague est prévue de la fin février à la mi-mars, lorsque les gens reprendront le travail après les vacances de Nouvel An. Le pic de l'épidémie devrait durer 3 mois au total. Au début de l'année, Wu a également conseillé les Chinois sur les moyens d'éviter la variole du singe. L'une de ses recommandations, ne pas avoir de contact avec des étrangers. Avant qu'il ne donne cet avertissement, les autorités chinoises avaient déjà annoncé le premier cas de variole du singe en Chine. Le premier cas d'infection proviendrait de l'extérieur de la Chine. Le régime chinois ayant l'habitude de ne pas déclarer et de dissimuler les données sanitaires, il est difficile de savoir si ce cas était réellement le premier découvert dans le pays. 2 des universités les plus renommées de Chine subissent des pertes inhabituelles. Leurs enseignants et professeurs sont décédés. L'une de ces universités est considérée comme le lieu de naissance du Parti communiste chinois. L'autre est connue pour ses anciens étudiants très en vue, dont les dirigeants actuels et anciens du PCC. 12 professeurs de l'université de Pékin sont décédés ce mois-ci. C'est ce qui ressort des avis publiés par l'école. 3 des professeurs retraités de l'université sont décédés au cours de la seule journée du 22 décembre. Selon son site web, l'université entretient des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Le premier groupe des communistes et des marxistes en Chine y a fait ses études. La deuxième école s'appelle l'université Tsinghua. Le nombre de décès de ces professeurs retraités s'est élevé à 87 au cours des 4 derniers mois de cette année, soit le double de la même période l'année dernière. Cette université occupe également une place importante dans l'histoire récente du PCC. La plupart des grands dirigeants chinois de ces dernières décennies sont des anciens élèves, dont l'actuel dirigeant chinois Xi Jinping et l'ancien dirigeant Hu Jintao. L'ancien dirigeant du PCC Hu Jintao n'a pas fréquenté l'école, mais son premier ministre l'a fait. On ignore si les personnes décédées ont été testées positives au Covid-19, ou si elles ont même été testées par le virus au moment de leur décès. La plupart des avis de décès mentionnent maladie comme cause du décès sans plus de précision. L'un des avis mentionne, je cite, un gros rhume comme cause. La personne décédée était le concepteur de la mascotte des Jeux paralympiques de Pékin 2008. Alors que l'épidémie de Covid s'aggrave en Chine continentale, les responsables du Parti communiste chinois semblent s'efforcer de la dissimuler. Le 27 décembre, la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré qu'il n'y avait pas eu un grand nombre de décès pendant la première vague d'infection. Mais des vidéos provenant de Chine continentale racontent une histoire différente. Des internautes chinois ont divulgué un avis d'urgence provenant d'un salon funéraire à Pékin publié le 19 décembre. Il interdit à quiconque de donner des interviews à des médias ou à toute autre organisation.
Il interdit toute discussion ou fuite de données sur les pompes funèbres ou leurs conditions de travail. Il est également interdit de filmer et de prendre des photos, ou d'envoyer des informations relatives au travail par courrier électronique ou sur des plateformes de réseaux sociaux. L'avis menace de graves conséquences pour ceux qui ne s'y conforment pas. Alors que la situation s'aggrave en Chine, le PCC continue de lever ses restrictions. Le régime a supprimé les règles de quarantaine pour les voyageurs internationaux entrants, et les demandes de passeport pour les citoyens ayant l'intention de voyager à l'étranger reprendront le 8 janvier. En réponse, le Japon et d'autres pays ont commencé à imposer de nouvelles mesures anti-Covid aux personnes voyageant depuis la Chine. La Russie et la Chine ont terminé un exercice naval conjoint près de Taïwan, marquant une escalade de leur coopération dans le Pacifique. L'exercice a duré une semaine dans la mer de Chine orientale. Les exercices comprenaient un exercice de capture de sous-marins ennemis avec des grenades sous-marines, ainsi que des tirs d'artillerie sur des navires de guerre. Intitulé Interaction maritime 2022, l'exercice s'est déroulé dans les eaux de la province chinoise du Zhejiang. Cette province est proche de Taïwan et du Japon. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant un groupe de navires de guerre russes et chinois en mer de Chine orientale. On y voit également des marins russes parler en mandarin à leurs homologues chinois. Selon les médias russes, le chef du régime chinois Xi Jinping doit s'entretenir avec le président Vladimir Poutine avant la fin de l'année. La Russie a riposté au plafonnement du prix de son pétrole imposé par les pays occidentaux. Le président Poutine a décrété que Moscou interdira la vente de pétrole aux pays qui imposent ce plafond. La Russie a déclaré qu'elle interdira les ventes de pétrole aux États qui s'en tiennent à un plafond de prix imposé par les pays occidentaux. Cette mesure de rétorsion a été décrétée par le président russe Vladimir Poutine mardi 27 décembre. Elle a été présentée comme une réponse directe à ce que Moscou appelait des actions inamicales et contraires au droit international. L'interdiction du Kremlin mettrait un terme aux ventes de pétrole brut aux pays participant au plafonnement des prix du 1er février au 1er juillet 2023. Une interdiction distincte sur les produits pétroliers raffinés comme l'essence et le diesel prendrait également effet à une date qui sera fixée par le gouvernement. Le Kremlin a déclaré mercredi 28 décembre qu'il n'avait pas consulté le groupe OPEP+, des principaux producteurs mondiaux de pétrole sur cette question. Le plafonnement du prix du pétrole russe a été imposé au début du mois et vise à paralyser l'effort militaire de Moscou en Ukraine. Il implique que les négociants en pétrole qui souhaitent conserver l'accès aux financements occidentaux doivent promettre de ne pas payer plus de $60 le baril pour le pétrole russe transporté par voie maritime. Ce prix est bien inférieur au prix auquel la Russie a pu vendre son pétrole pendant la majeure partie de l'année dernière. La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde après l'Arabie Saoudite. Les prix du pétrole ont chuté mercredi. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la façon dont la crise sanitaire en Chine pourrait nuire à la reprise économique du pays. Les hôpitaux chinois ont été soumis à une pression intense alors que le pays modifie son approche de la crise sanitaire mondiale. Le Premier ministre du Kosovo a déclaré mercredi que les forces de maintien de la paix de l'OTAN ont eu le temps nécessaire pour agir et enlever les barricades dans le nord qui est instable, mais que ce temps s'écoule rapidement. Malheureusement, ces criminels sanctionnés par les États-Unis et la Grande-Bretagne sont soutenus par le président et le gouvernement de Serbie dans le but de déstabiliser la région, en plus de violer l'intégrité territoriale de notre République. Les institutions du Kosovo ne parleront pas et ne coopéreront pas avec les criminels, mais les arrêteront. Un porte-parole du tribunal a déclaré qu'un ancien policier serbe du Kosovo, arrêté au début du mois, sera libéré et placé en résidence surveillée. Selon les observateurs, cela pourrait contribuer à désamorcer les tensions, sa libération étant la principale demande des Serbes du Kosovo. Depuis son arrestation pour avoir agressé un officier de police en service, les Serbes du nord du Kosovo ont échangé des coups de feu avec la police et érigé des barrages routiers, bloquant la circulation entre la Serbie et le Kosovo. Les Serbes du nord du Kosovo, qu'ils considèrent comme faisant partie de la Serbie, résistent à toute action qu'ils considèrent comme anti-serbe. Lundi, la Serbie a placé son armée en état d'alerte maximum en raison des tensions croissantes provoquées par une querelle sur les plaques d'immatriculation des automobiles. Dans le métro d'Athènes, les usagers peuvent regarder à travers un plancher en verre. Sous leurs pieds se trouve une mosaïque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Ces personnes ne sont pas les visiteurs d'un musée, ce sont les passagers d'une nouvelle ligne de métro. Les passagers auront un petit avant-goût d'un moment quotidien dans une maison antique, tout comme son propre moment quotidien quand ils passent par ici. Une maison
qui est exactement sous sa ville et de cette façon, nous plaçons quelque chose d'agréable dans sa vie quotidienne, quelque chose de créatif et de nouveau, quelque chose à quoi il peut penser quand il prend le métro. La mini-exposition d'artefacts est intégrée à la structure de la gare. Elle présente des objets trouvés pendant la construction. Les fouilles archéologiques se sont déroulées sur 10 ans, à une profondeur pouvant atteindre 18 mètres. Elles se sont conclues avec un total de 6 nouvelles stations. Le plus important pour nous, c'est que nous avons vu tous ces petits objets, outils, parties de meubles, dont nous ne connaissions pas l'existence. Et à l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas à quoi servent beaucoup d'entre eux. Un immense champ de recherche s'est ouvert devant nous. Evangelos Kolovos est le directeur de projet d'Attico Metro. Une découverte en particulier résonne encore en lui. J'ai été très ému dans certains cas. Je me souviens d'une fois où j'étais dans les fouilles et à ce moment-là, ils ont trouvé une petite bague ancienne. Et ce fut également un défi. L'équipe de construction a dû s'adapter aux besoins des archéologues sans pour autant retarder ou augmenter le coût du projet, qui s'élève déjà à 700 millions d'euros. Avec autant d'histoires, la construction de lignes de métro souterraines en Grèce a toujours été une question délicate. Il y a toujours un moyen. Il n'y a pas de problème ou de difficulté qui ne puisse être surmonté. C'est un équilibre délicat entre la préservation et le progrès. Andrew Thomas, NT d'actualité. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.